Bienvenue dans la review cinématographique épisode ou semaine numéro 11. Des films cultes, des films d'auteurs, des films indépendants, des blockbusters, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Alors en ce moment je remonte un petit peu en termes de visionnage de films, là ça faisait 2 semaines que j'enchaînais 4 films. Juste 4 films par semaine. La semaine dernière, je crois que j'en ai vu 7, et cette semaine, j'en ai vu 9. C'est plutôt pas mal, je trouve. Et donc, du coup, j'ai hâte de savoir ce que tu as à me proposer, parce que pour ma part, j'ai, on va dire, pas mal de trucs. Je crois que je vais beaucoup parler aujourd'hui. Oh oui, je vais beaucoup parler. Bref, la semaine dernière, c'est moi qui ai commencé, là, c'est à toi de commencer. J'ai hâte de voir ce que tu as à me montrer, de voir ce que tu as vu pendant la semaine. Hot Fuzz. Envoyez la musique. C'était trop mortel. Donc Hot Fuzz de Edgar Wright, film sorti en 2008 ou 2009, j'ai un doute, avec toujours Simon Pegg et Nick Frost, deuxième épisode de la trilogie Cornetto, et ça confirme ce que tu disais la semaine dernière, comme quoi généralement une partie des gens préfèrent Hot Fuzz à Shaun of the Dead. Je fais clairement partie de cette catégorie. Alors Shaun of the Dead, je te l'avais dit la semaine dernière, j'avais moyennement aimé, il y avait l'idée mais ça tombait un peu à plat dans la deuxième partie. Là, c'est beaucoup mieux géré. On s'ennuie pas du tout. Le film a un second souffle, arrive à tenir sur la durée, ce qui est pourtant totalement paradoxal parce qu'il est plus long que Shaun of the Dead. Il fait 2 heures alors que Shaun of the Dead fait 1h40 et pourtant il est moins ennuyeux et beaucoup mieux rythmé. Alors bon, c'est une histoire de flic avec Simon Pegg qui est genre un flic hyper énervé, super fort, et Nick Frost qui est globalement un flic super nul, et du coup ils vont se retrouver à collaborer et tout ça. Globalement, la mise en scène de Edgar Wright s'affirme beaucoup plus dans ce deuxième opus que dans le premier, où il y avait certes, comme je l'ai dit juste avant, des idées, mais c'était pas encore arrivé à maturation, j'ai l'impression, c'était pas encore totalement abouti. Là, c'est totalement abouti. Là, il y a bien le style d'Edgar Wright qui pourra en rebuter certains tant il est présent, mais qui est extrêmement appréciable et qui transpire tellement dans la pellicule et qui est tellement omniprésent dans le long métrage que ça lui fait une personnalité vraiment unique et que Hot Fuzz ne ressemble vraiment à aucun autre film. En plus de ça, le scénario est plutôt bien foutu. Il y a des vannes hyper drôles, c'est vraiment super marrant. Et le dernier tiers est globalement une gigantesque scène d'action, non même le dernier quart, plutôt les dernières 30 minutes, c'est une gigantesque scène d'action absolument jouissive. Donc Hot Fuzz, je sais pas si tu l'as vu, si tu l'as pas vu, fonce, c'est super. Et j'attends de voir le dernier pub avant la fin du monde du coup. Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Donc avant que je le voie, c'était un des 3 seuls Tarantino qui me restait à voir, avec Jackie Brown et Boulevard de la Mort. Et il passait sur Arte, du coup je me suis dit, pourquoi pas. La seule chose qui me faisait un peu peur, c'est qu'il était très long, il fait presque 3 heures. Du coup j'avais peur de m'ennuyer. Et quel idiot j'ai été, parce que c'est vraiment un film absolument extraordinaire. Et pour moi c'est le deuxième meilleur Tarantino, derrière Once Upon a Time in Hollywood. Comme quoi les gens ont tendance à un peu taper sur les derniers films de Tarantino. Moi je trouve que c'est de loin les plus aboutis. Donc c'est un western très différent de ce qu'il a pu faire dans Django, et je le trouve beaucoup plus abouti que dans Django. Là où Django, on sentait qu'il n'avait pas encore totalement digéré ses influences et qu'il avait une sorte de rapport presque adolescent et assez puéril avec le western, bien que Django est un film très appréciable. Moi j'aime plutôt bien Django, c'est plutôt fun. Mais là on sent que c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus maturé, beaucoup plus intéressant. Et c'est vraiment un excellent film. Alors tout le film va globalement se passer sur des dialogues, avec du coup ce huis clos entre les 8 salopards, qui à vrai dire sont plutôt 9, parce qu'il y a un 9e mec, qui est pas très important, mais voilà, ils sont plutôt 9 dans la baraque. Et ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que justement, le film va prendre son temps, et par les dialogues va installer déjà premièrement les personnages, et deuxièmement les rapports qu'ils peuvent entretenir entre eux, parce que chaque personnage est allié ou ennemi, a des affinités ou éprouve plutôt des tensions à l'égard des autres. Ce qui fait que du coup ça va vraiment donner un film absolument passionnant à suivre, même si des gens ont pu trouver bavard et ennuyeux, ce que je ne trouve absolument pas. D'autant plus que reprocher à Tarantino d'être bavard, c'est un peu un contresens, quoi. Je trouve que c'est pas forcément très intelligent. Mais du coup, les 8 salopards, ça va donner un film absolument passionnant où tu vas prendre ton pied du début à la fin et tu vas pas t'ennuyer une seule seconde. Il va y avoir presque un côté Agatha Christie où en gros le personnage de Samuel L. Jackson, qui peut être considéré comme le personnage principal du film à de nombreux égards,
va essayer de découvrir qui se cache, enfin quel est le but de chaque personnage, quels sont les non-dits et qui se cache derrière une fausse identité. Et ça va être absolument passionnant, comme je le disais. La violence, du coup, le film est assez violent, mais la violence va arriver à des moments précis et va vraiment agir comme une sorte de défouloir qui va vraiment sortir de nulle part, et c'est justement ça qui rend la violence beaucoup plus intéressante que dans Django. Là où dans Django elle était assez omniprésente, et c'est pour ça que je parle d'un rapport assez puéril avec le western, ici ça va vraiment arriver à des points d'orgue du film, à des moments de tension qui vont justement être exacerbés par cette violence qui va du coup d'autant plus surprendre qu'elle n'était pas présente jusque-là. Et que le film prenait son temps avec des dialogues magnifiquement ciselés et écrits. Bon, si je devais dire 1 ou 2 points négatifs, il y a 2-3 rapidités d'écriture, mais globalement, c'est pas trop un problème. Ne te fie pas aux critiques qui disent que le film est ennuyeux, long, chiant, c'est pas vrai. Il est long, mais franchement, je sais même pas combien de temps il dure tellement c'est passé vite. Franchement, on s'ennuie à aucun moment, et si tu veux le voir, fonce, parce que c'est un excellent film. Un certain business. Les journées d'un rêveur et les nuits qui vont avec. Boogie Nights. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, donc deuxième réalisation de Paul Thomas Anderson après un petit polar qui s'appelait Hard Eight, que je n'ai pas vu, qui a un autre nom en français, Double Mise je crois, ou un truc comme ça, et qui va raconter globalement l'histoire enfin plutôt une partie de l'histoire de l'industrie pornographique en Californie je crois, dans la fin des années 70 et le début des années 80, et du coup la transition qui va être faite entre ces deux époques où ça va être radicalement différent. Et c'est un chef-d'œuvre absolu, magnifiquement filmé, interprété avec des acteurs mais de haut niveau. Enfin, je veux dire, Mark Wahlberg, j'étais pas forcément confiant, mais il tient super bien le rôle. Et il est toujours comme s'il était toujours à côté de son personnage, comme si le personnage, la personnalité qu'il essaye de se forger, le dépassait presque lui-même en fait. Et ça va être intéressant. Pareil, Burt Reynolds, Don Cheadle, Julianne Moore, ils vont tous être absolument excellents. Et en fait, ça va être un film pareil extrêmement long. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire ouais, c'est un film sur le porno, ça va être un peu empreint d'autodérision et ça va être un film presque un peu nostalgique sur cette époque. En fait, pas du tout. C'est un film vraiment dépressif sur certains aspects, vraiment triste, qui en fait va être construit de manière assez simple, comme pourrait l'être par exemple un Scarface. Première partie, globalement, tout se passe bien, c'est l'introduction des personnages. Ils sont au top de leur forme, ils connaissent une ascension fulgurante, et la deuxième partie, ça va être globalement la descente aux enfers et l'échec et l'enchaînement des désillusions et des échecs personnels, quoi. Et ça va être absolument sublime, parce que Paul Thomas Anderson va filmer ça de manière à ne jamais juger ou prendre de haut ces personnages, en fait. Et c'est ça qui va être intéressant. Il va pas dire, soit, alors, cette époque, c'était vraiment de la merde et tous ces personnages étaient des cons, ou alors il va pas dire, ah, c'était quand même vachement bien, c'était mieux avant, c'était une belle époque. En fait, il va poser un regard presque neutre, presque comme si c'était un historien, une sorte de sociologue qui va un peu observer comment pouvaient se passer les rapports entre les individus à cette époque-là, sans porter aucun jugement de valeur et aucun jugement moral. Et ça va être assez intéressant parce que du coup ça va être limite au spectateur de se faire son propre avis sur que pense-t-il de cette époque-là. Il va y avoir quelques points parfois assez ironiques mais qui vont apporter beaucoup de tendresse au personnage. Donc ouais, Boogie Nights c'est absolument sublime, absolument génial. Et si t'as l'occasion de le voir, fonce. Fais attention. Us de Jordan Peele. Putain, je dois vraiment pas être réceptif à ce genre de cinéma de genre un peu récent puisque j'ai vraiment pas apprécié, j'ai vraiment pas pris mon pied et c'était vraiment pas un super moment. Alors je crois que tu as vu le film et je crois qu'en plus de ça tu l'as beaucoup aimé, du coup là on va pas tomber d'accord. Je crois que t'as mis 8, ce qui est une très bonne note. Du coup je vais pas te résumer le scénario, tu sais globalement comment marche le film, et j'ai énormément de problèmes avec déjà le film en lui-même, mais aussi avec ce genre de film en général. Tout d'abord sur le film en lui-même, je trouve que il y a 2-3 idées. La photographie tente quelques trucs, les acteurs se débrouillent, allez, dans l'ensemble plutôt pas mal, même si sur la fin, surtout la fille, le personnage principal surjoue un max, ce qui est assez agaçant, mais dans l'ensemble ça joue plutôt bien, et ça tente plusieurs trucs, et c'est pas un film absolument indécent, indigent,
et une purge absolue non plus. Voilà, il y a deux trois scènes qui pourraient être intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est quand même vachement osef, hein. Je veux dire, la première partie, enfin, la majorité du film est un slasher totalement banal, qui fait pas peur, avec des jumpscares à 2 francs 6 sous, avec des sortes de tensions complètement éclatées au sol. Mais on se dit, l'important, c'est comme dans Get Out, que va être la révélation finale. Et alors là, on va pas être déçu, hein. Et la fin, ça part dans une sorte de gloubi-boulga incompréhensible, avec des histoires complètement nul à chier de mecs qui sont élevés dans des sous-sols, dans des tunnels abandonnés. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas par qui, et qui sont reliés à ceux du dessus, et qui, du coup, à un moment se rebellent, et prennent des ciseaux et assassinent les gens, et on découvre qu'en fait la fille, bah c'était celle qui avait grandi dans le bunker, et puis en fait ils ont échangé leur rôle. Et ça part, mais dans un truc complètement foireux. C'est-à-dire qu'il aurait mieux fait de rester dans une sorte de slasher basique, pas extrêmement impressionnant, mais pourquoi pas plutôt sympathique à suivre, plutôt que de tenter une sorte d'explication fantastique. Et il a peut-être essayé d'insuffler un sens et un propos moral ou politique ou social au film, mais ça marche pas du tout, parce que c'est ridicule. J'ai l'impression que ces films se font une réputation en disant « Regardez, nous on fait du cinéma populaire, du blockbuster, mais c'est de la qualité, pas comme ces trucs Marvel de merde, hein, voilà. » Et en fait, ils essayent un peu d'exister en disant « Regardez, on fait du truc populaire de qualité, mais n'existent plus en eux-mêmes, et ce ne sont plus des bons films du tout, en fait. » Personnellement, ça me dérange, parce que je pense que pour faire des bons films, il faut pas se positionner en réaction par rapport à un autre cinéma, mais faire son cinéma de manière indépendante et de manière autonome, sans réfléchir par le prisme du reste du cinéma hollywoodien, qui certes a des problèmes, mais que on réglera pas ces problèmes en se positionnant pile à l'opposé et en essayant de créer voilà une opposition plutôt que de chercher une solution plus dialectique. Et ça me dérange un peu, mais voilà. Peut-être que je surinterprète un peu, mais Get Out et Us, je les ai vraiment sentis comme ça. Je pense que tu t'attendais à ce que j'allais faire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi tu n'aimes pas ce genre de cinéma d'horreur? Oh là là !» Alors que non, il n'y a pas de problème. Je comprends que tu puisses détester ce genre de cinéma, et encore plus Us. Parce que Us, c'est vraiment un film qui même moi, pendant le visionnage, je l'ai senti, qui part un petit peu beaucoup trop en couille, dans le sens où même le propos de fond par rapport à Get Out, il tombe vite à l'eau et très peu intéressant et hyper mindfuck, genre cette chaîne d'humains là. Mais même moi au premier visionnage avec mon père, on se posait énormément de questions, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ça? La musique qui est utilisée c'est I've Got Five on It de Luniz, et ce qui est très intéressant c'est qu'ils l'ont réorchestré un petit peu plus de façon horrifique, et ça rendait très très bien. Cette scène de fin un petit peu où t'as les deux personnages de Lupita Nyong'o là, elle et son ombre qui se combattent un petit peu, et ça fait écho, on va dire un petit peu à une danse avec cette musique. J'avais trouvé ce passage très très bien. Après, en effet, ça peut, c'est un peu comme un slasher de base, mais j'ai l'impression que Jordan Peele, avec son film, il sort du lot. C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Et enfin, The Doors de Oliver Stone, donc biopic de Jim Morrison, chanteur des Doors et plus généralement du groupe en général. D'ailleurs, si tu connais pas les Doors, si t'as pas écouté leurs albums, fonce, c'est génial. Je trouve que c'est un film qui est absolument appréciable parce que on sent que Oliver Stone a une vraie vision et veut proposer quelque chose au spectateur, et que c'est un film qui transpire de l'amour du cinéma, de l'amour du groupe de musique des Doors, de la musique en général, et que je peux pas m'empêcher d'apprécier malgré ses nombreux défauts, quoi. La performance de Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison est absolument stratosphérique, il est absolument incroyable. La pellicule va toujours transpirer de cette ambiance extrêmement particulière, extrêmement émancipatrice et hippie des années 60, puisque c'était un groupe bien ancré dans le mouvement hippie, Flower Power, tout ça. La pellicule et la caméra va essayer de capter au mieux, plus que le groupe, plus que l'histoire de Jim Morrison, cette ambiance et ce contexte historique que l'on peut par exemple entreapercevoir dans Forrest Gump, si t'as vu Forrest Gump,
Mais là, ça va vraiment être beaucoup plus centré sur le mouvement hippie et ça va montrer les bons comme les mauvais côtés. Donc ça va être un film très intéressant. Et je crois que c'est l'un des premiers vrais biopics de musiciens qu'on a eu. Donc et qui a inspiré beaucoup de choses. Et franchement, si t'as vu Bohemian Rhapsody et si tu vois après les Doors, tu vas te rendre compte que putain, Bohemian Rhapsody c'est vachement inspiré. Et même en un sens, Rocketman, le biopic sur Elton John, qui est beaucoup mieux que Bohemian Rhapsody, même là il a puisé dans certains éléments du film The Doors. Donc très intéressant, si t'as l'occasion de le voir, pas mal du tout. Et le premier film que j'ai vu, c'est Voyage à Tokyo de Ozu. On est en plein cinéma japonais en termes de cours de spécialité cinéma. On avait vu Rashomon de Akira Kurosawa, on avait vu Les Contes vagues de la lune après la pluie de Kenji Mizoguchi, et le troisième film que l'on a dû voir, c'est Voyage à Tokyo de Ozu. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont aimé ce film, et je peux totalement le comprendre parce que tout le monde le prend pour un chef-d'œuvre du film du cinéma japonais, et je peux totalement le comprendre. Moi, plutôt, je l'ai vécu comme une expérience assez difficile. Déjà, il est très long, hein, il dure un peu plus de 2 heures, je crois qu'il dure 2h16, je crois. 2h16, c'est pas très long, hein, à comparer à Tarantino. Je voyais les 2h16 passer, très clairement. Au fur et à mesure que le film avance, il y a beaucoup de personnages qui commencent à faire leur entrée en scène. Et le problème avec cela, c'est juste que je n'arrive pas, déjà, dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal à retenir les personnages de chacun, les liens de parenté, famille qu'il y avait entre chaque personnage. Donc du coup, je finissais par être totalement perdu avec tout ce monde-là. Les chants contre chants, c'est assez étrange comment c'est utilisé, c'est-à-dire que la caméra est posée. Déjà, dans tout ce film, la caméra est juste posée et elle ne bouge pas, elle ne suit pas les acteurs, etc. Elle se pose juste à un endroit et elle filme. Là, dans des chants contre chants où il y a des dialogues entre 2 ou plusieurs personnages, eh bien, la caméra se pose, elle regarde l'acteur et l'acteur regarde la caméra et ensuite c'est à l'autre personnage. Enfin, ça m'a assez perturbé, ce dénouement de fin où finalement t'as la grand-mère qui meurt. Faudrait peut-être que je le revoie, faudrait peut-être que j'ai un deuxième visionnage, mais très clairement ce fut pas un bon moment que j'ai passé en regardant ce film. Pour moi, il y a 4 grandes phases dans la carrière cinématographique de Hayao Miyazaki. C'est-à-dire que il a commencé avec Nausicaa, ensuite il y a eu Le Château dans le ciel, et là il y a eu Mon voisin Totoro. Et là ça a été une grande période pour tous parce que, comme je te l'ai dit dans une précédente review cinématographique, les personnages dont on se rappelle le plus dans les films de Hayao Miyazaki, ce sont les monstres. Et Totoro en est pas un parfait exemple. Ensuite, il y a eu Princesse Mononoke. Et là, je n'ai pas besoin de te décrire la chose. Princesse Mononoke, c'est un film culte de l'animation japonaise, même du dessin animé, film d'animation en tout genre. C'est un film d'animation culte, que ce soit par son histoire, les scènes d'action, la musique et même encore les personnages, on va dire slash monstres, que ce soit les esprits, les loups géants, les sylvains, parce que oui, il y a des petits monstres de pierre qui s'appellent les sylvains. Ensuite, t'as une troisième phase où là, tu as le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro, c'est un petit peu on va dire, Alice au pays des merveilles, mais version japonais, version Ghibli, version finalement Hayao Miyazaki. Et ça a un très beau rendu. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille de voir le voyage de Chihiro, c'est très bien. Oh, cette musique, le One Summer's Day, c'est vraiment c'était un coup au ventre. Je l'écoute encore en ce moment. C'est très bon comme musique. Cet univers qui part un petit peu dans tous les sens avec ces monstres assez iconiques, mais qu'on aime totalement. Ce sont des très bons films juste parce que la prouesse technique, la prouesse de l'animation, c'est très bien. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. Et je vais passer au film suivant. Juste, je t'avais dit qu'il y avait 4 phases pour moi dans l'univers de Hayao Miyazaki. Il y a Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, et le 4e, qui est sûrement le prochain film de Miyazaki que je vais voir, qui s'appelle Le château ambulant. Tout le monde crie au chef-d'œuvre, tout le monde dit que c'est un film extraordinaire, tout le monde dit que c'est un film très bien en tout point, Citizen Kane de
Orson Welles. C'est tout simplement l'histoire de journalistes qui s'intéressent un petit peu sur le biopic qu'a été le personnage de Orson Welles dans ce film, et s'interrogent surtout sur la dernière phrase qu'il a dit, et quelle est la signification de ce mot. Et pendant tout le film, on va voir les journalistes qui parlent à des personnes qu'a côtoyé le personnage de Orson Welles pendant son histoire. On va revoir un petit peu l'histoire tout simplement du personnage d'Orson Welles durant toute l'histoire. Et que ce soit en termes de performance acting, que ce soit en termes de choix de plan, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes d'esthétique, c'est excellent. Je n'en étais pas forcément rendu compte pendant tout le film en termes d'esthétique de ce film. Mais t'as mon père et ma mère qui me répétaient à chaque fois « Oh là là, ces plans, ils sont tellement beaux ». J'ai pris un petit peu de recul, j'ai réobservé certaines scènes, certains plans sur YouTube, et c'est vrai que... bah, il y en a des très bons. Et surtout que ce dénouement final, c'est très bien pensé. C'est très très bien pensé. Il faut que tu vois Citizen Kane d'Orson Welles parce que c'est un grand film. J'ai rien à dire de plus. Et malheureusement, je n'avais pas capté certaines choses pendant ce premier visionnage. C'est pour ça que je vais sûrement refaire un deuxième visionnage assez vite. Parce que j'ai vraiment envie de revoir ce film. J'ai vraiment envie de comprendre comment il a été fait. Pourquoi ce film est aussi extraordinaire. Voilà. Et j'ai vu pour la première fois le premier Batman de Tim Burton, avec comme Batman on a Michael Keaton, comme méchant on a le Joker qui est interprété par Jack Nicholson. Ouais, j'avais un problème sur son nom, j'allais dire Michael Fassbender. J'allais dire Michael Fassbender à la place de Jack Nicholson. Est-ce que t'y crois, sans déconner? Tu vois, c'est une ambiance assez dark, on sent que le personnage de Michael Keaton, il est... comment? Il est pas bien mental, il est pas bien psychologiquement, il est comment? Ah putain, j'ai bouffé le nom. Je dis juste, il est pas bien parce que... Voilà, il est tourmenté. Parce que vous ne l'apprenez pas aujourd'hui, j'imagine, en tout cas j'espère. Batman a perdu ses parents, en tout cas Bruce Wayne. Bah oui, parce que vraiment, l'alter ego de Batman, c'est tout simplement Bruce Wayne. Bruce Wayne a perdu ses parents quand il était tout petit dans une ruelle, donc il a fini tout seul. Et c'est pour cela qu'il veut faire régner la justice dans la ville de Gotham. Et ça reste très très bien. Le film dure 2 heures, on ne s'ennuie pas, j'ai vraiment hâte de voir la suite qui est Batman le défi, toujours avec Michael Keaton, et en guest méchant le pingouin. On en a parlé vite fait en off, j'en ai parlé vite fait en off avec toi, j'ai quand même envie de voir Batman Forever, et Batman et Robin, même si c'est des films aussi nanardesques qu'ils sont, mais pour en revenir vite fait à Batman de Tim Burton avec Jack Nicholson, ça reste très bon, et si tu ne l'as pas vu, fonce. Et alors Batman de Tim Burton avec donc Keaton et Nicholson, que j'ai vu il y a un peu plus d'1 an, entre un ou 2 ans, un truc comme ça, et j'en ai quand même de très bons souvenirs. C'était un film assez marrant avec un Nicholson qui, je le comprends, peut agacer, parce que c'est une vision du Joker assez singulière en fait. C'est une version du Joker pas forcément sérieuse de bout en bout, mais je trouve que Nicholson est très bon dans ce rôle-là, et c'est une version du Joker qui est malgré tout intéressante à proposer, dans sa singularité et dans la spécificité qu'elle peut apporter, par exemple, d'un point de vue de la complémentarité, à des performances comme celle de Joaquin Phoenix ou celle de Heath Ledger, par exemple. C'est pas du tout le même registre, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur le Joker comme ça. Le seul truc qui m'avait marqué, c'est que je trouve que Michael Keaton est pas très bon en Batman. Je suis pas archi fan de Michael Keaton en Batman, je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme. En fait, quand il a pas le costume, il est charismatique. Quand il l'a, je trouve qu'il en perd. Mais à part ça, ouais, plutôt bon film. An experimental surgery on the speech centers, on the brain. Eventually a kind of living death. Planet of the Apes. J'ai sûrement déjà un petit peu beaucoup parlé, hein, et je vais sûrement parler un peu plus. Pourquoi un peu plus? Parce que j'ai vu pour la première fois La Planète des Singes. Et pas La Planète des Singes, le reboot hein, de Matt Reeves. Non, non. Le premier, La Planète des Singes. Le premier, l'ancien, de Franklin J. Schaffner. À la base, La Planète des Singes, c'est un livre. À la base, La Planète des Singes, c'est un roman. Et Franklin J. Schaffner a décidé de l'interpréter au cinéma. Avec en guest un mec qui était au top de sa carrière à l'époque, Charlton Heston, qui a tourné dans des films dont je t'avais déjà parlé dans précédentes reviews cinématographiques, que ce soit Les 10 Commandements où Charlton Heston a joué Moïse, ou dans Soleil Vert où Charlton Heston a joué le flic
le flic principal. Et bien joué, ce film a des acteurs qui jouent bien, parce que la performance acting, beaucoup disent que La planète des singes de Franklin J. Schaffner est un film magnifique. Les décors sont beaux, parce que oui, c'est tourné sur des décors réels, et pas studio, et c'est vraiment magnifique. Cette rencontre entre les humains et les singes, et ouais, ça marche très bien. Je manque énormément d'arguments, je suis en train de me dire. Mais si tu vois pas ce que c'est, le résumé de La planète des singes de Franklin J. Schaffner, tout simplement, c'est une expédition spatiale avec Charlton Heston et 3 de ses camarades. Ils ont atterri sur une planète. Bon, malheureusement, quand ils ont atterri, la caméra fait des tours un petit peu en 360, c'est assez dégueulasse. Mais ça passe, ils atterrissent dans l'eau, ils atterrissent sur la terre ferme et cherchent de la vie. Et Dieu sait qu'ils vont pas être déçus. Sur cette planète dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas finalement qui sont les habitants, et bien tout simplement ce sont les singes qui ont remplacé les humains. Vraiment c'est tout l'inverse. Dans le sens où sur Terre, c'est plutôt les singes qui sont en cage. Là, sur cette planète en particulier, ce sont les humains qui sont en cage. C'est les singes qui nous remplacent, c'est les singes qui sont les juges, c'est les singes qui sont les jurés, c'est les singes qui sont les bourreaux, c'est les singes qui sont les chasseurs, c'est les singes qui sont les scientifiques, et surtout, cette fin, dans le sens où je suis content d'avoir été un petit peu naïf durant le visionnage de ce film. Cette fin où tu n'entends aucune musique, mais que tu entends juste le bruit des vagues. Et là, le film se termine. J'ai dit que, dans ma tête, c'était, si le film se termine là, c'est du génie. Le film s'est terminé là, et c'est du génie. La planète des singes de Franklin J. Schaffner, c'est un chef-d'œuvre, je veux que tu le vois tout de suite, je veux que tu fonces, et je veux que tu ne regardes aucune vidéo, je veux que tu vois aucune image de ce film. Je veux que tu te laisses border parce que, oui, le film, je crois qu'il dure 1 heure, presque 2 heures, et durant ces presque 2 heures, je ne me suis pas ennuyé, je me suis laissé porter durant tout le film. Ce film est incroyable. Et il est tellement incroyable qu'il est monté très vite dans mon top, je sais pas combien, mais en tout cas, il est monté très vite dans mes films préférés. Au royaume des chats. Le Royaume des Chats, c'est le film Studio Ghibli qui suit le voyage de Chihiro. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui va faire la rencontre d'un chat sur la route qui va le sauver parce que ce chat a failli se faire écraser. Et il se trouve que ce chat est finalement le prince du Royaume des Chats. Plus tard, elle se fera inviter à venir au Royaume des Chats, et ce qui est très intéressant, c'est que tout simplement, il y a un lien entre le Royaume des Chats et Si tu tends l'oreille. Dans Si tu tends l'oreille, qui est un très très bon Ghibli, il y a une statuette de chat doré en costard blanc, chapeau blanc avec un sceptre, qui est le baron. Et ben ce même baron joue son propre personnage dans le Royaume des Chats. Et c'est très bon, il y a même une référence sur, donc justement dans Si tu tends l'oreille, où le baron dit « Oui, mon créateur m'a créé comme ça, voilà, etc. » C'est très bon. C'est un film qui dure 1h15, je crois, il est pas très long, et ça reste un bon Ghibli. Voilà, ça reste un bon Ghibli. Comme je l'ai dit, je ne m'éterniserai pas sur les Ghibli, parce que voilà, c'est des films d'animation qui sont totalement très beaux. Et donc, bah voilà, ils sont tous sur Netflix, je te conseille d'aller les voir. And fell in love. Et en parlant de Netflix, j'ai vu What Did Jack Do de David Lynch, qui est un court-métrage de 17 minutes que j'ai vu sur Sens Critique, que tu l'avais vu, et du coup on a mis la même note. Et que du coup tu es sûrement d'accord avec moi que... Bah c'est pas très ouf. C'est pas très ouf cette interview entre finalement David Lynch lui-même, parce que oui, l'inspecteur c'est David Lynch, et un singe qui est apparemment un tueur. J'ai pas aimé comment cette bouche a été incrustée sur ce singe, surtout quand ce singe bouge et parle, et bah la vidéo est en ralenti. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais la vidéo est au ralenti et c'est totalement dégueulasse. À un moment, il se lance dans une comédie musicale où je n'ai pas été emporté, c'est pas très bon. Hein. Et oui, j'ai été un petit peu déçu parce que je crois que c'est le premier, enfin, entre guillemets, le premier David Lynch que je vois, parce que c'est un court-métrage, mais pour moi, un premier David Lynch que je dois voir, bah, c'est un long-métrage, que ce soit Dune, que ce soit Elephant Man, que ce soit Mulholland Drive, voilà. Je ne considère pas What Did Jack Do comme
un premier pas dans l'univers de David Lynch, et What Did Jack Do, c'est pas très bon. Globalement, il y a pas grand chose. Alors oui, on peut trouver, oui, c'est une sorte de parodie du film policier avec l'interrogatoire, mais globalement, c'est vide. On s'ennuie alors que ça fait même pas 20 minutes. Les effets spéciaux de bouche du singe sont dégueulasses. La comédie musicale est nulle à chier. Et la fin, où c'est pas un singe qui agresse une poule ou un truc comme ça. Enfin, je suis resté totalement en dehors du truc, quoi. Et si tu ne le sais pas, en fait, c'était pas à la base produit par Netflix. David Lynch avait fait ça pour un musée d'art contemporain, je crois, et pour une expo. Et Netflix a juste récupéré, mais à la base, c'était pas spécial Netflix, quoi. Et Jack Reacher avec Tom Cruise dedans. Alors évidemment en ce moment Tom Cruise il fait que des films d'action où les scènes d'action sont totalement pétées, où il n'y a pas forcément de scénario, où justement le scénario se base juste sur des scènes d'action. Et Jack Reacher, c'est un petit peu ce genre de contre-cliché, tu vois. C'est un film qui prend son temps. Jack Reacher, donc Tom Cruise, ce n'est pas le héros bourrin qui va défoncer tout le monde avec son AK, ses mitraillettes, même son sniper ou son bazooka. C'est pas ce genre de mec qui va galoche toutes les bombes sexy qu'il va rencontrer durant le film. C'est pas ce genre de film-là. C'est pas ce genre de héros-là. Jack Reacher, ça prend beaucoup plus son temps. C'est un thriller qui pose les bases, tu vois. Où les scènes d'action, pour le coup, sont bien filmées. Il y en a pas énormément. Et j'ai été assez surpris de voir ça. C'est pas un héros qui se tape toutes les bonnes meufs du film. Loin de là. Justement, il est contre ça. Et Jack Reacher, oui, c'est une assez bonne surprise. Bon, je suis pas énormément fan de ce genre de cinéma d'action. C'est vrai que regarder ce genre de film avec des potes, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais je l'ai vu il y a 2-3 jours. Et ouais, franchement, on peut s'en passer, mais en termes de genre action-divertissement, ça reste bien. I'm in the mood for love. Et le dernier film que j'ai vu cette semaine, le dernier film surtout que je voulais voir parce qu'il était disponible sur Netflix et je voulais absolument le voir, c'est un réalisateur que je voulais découvrir, c'est Fabrice Duvels, et j'ai vu son film le plus connu de sa filmographie qui se nomme Calvaire, avec Laurent Lucas et Jacques Berroyer, je crois. On suit finalement un chanteur qui chante pour des vieux. Et d'ailleurs, pendant qu'il se démaquille dans sa loge, t'as une vieille qui vient l'accoster et qui veut tout simplement que Laurent Lucas le baise. Bref, je vais passer. Finalement, ce chanteur-là, donc Laurent Lucas, va devoir aller dans le sud vers sa famille pour qu'il souhaite un Noël. Le problème, c'est qu'il arrive vers une route où, bref, c'est pas très important cette route, mais il tombe en panne. Il va trouver une taverne où est le propriétaire Jacques Berroyer. Le problème, c'est que ce dernier a perdu sa femme. Il en est très triste, il en est très traumatisé. Il va garder un petit peu Laurent Lucas le temps qu'il répare sa camionnette. Et comme ça, ensuite, il pourra repartir. Non, c'est faux. En fait, il va le séquestrer. Il va le bâillonner. Et en fait, Laurent Lucas va être, on va dire, la femme de Jacques Berroyer. Ah, c'est tellement bien. Non, le film reste quand même très intelligent. Dans le sens où la performance acting est au top. Vraiment, Laurent Lucas, en termes de victime. Alors, il est vrai qu'il surjoue, j'ai l'impression qu'il surjoue un petit peu parfois. En même temps, ce qu'il est en train de vivre, c'est un vrai calvaire. Un bordel de merde. Très clairement, je n'ai pas été très choqué, mais franchement, si on prend du recul, ce film est horrible. Vraiment, t'as des scènes où c'est vraiment... waouh, quoi, putain, t'as envie de reculer, de te dire, mais il est vraiment en train de subir ça, le mec? Jacques Berroyer, en plus, dans son rôle de psychopathe, mais taré au possible. Vraiment, il a perdu sa femme, il est en mode, oh là là, franchement, t'es censé savoir où les affaires sont. Oh, tu fais aucun effort. Alors que Laurent Lucas, il est attaché, vraiment, il a la tête en sang, il porte une robe, et il a un blouson rouge, pour pas qu'il chope trop froid, parce que oui, c'est Noël, et il neige dehors. Vraiment, ce film est un bon film de genre franco-belge,
Merci. Et surtout que je crois qu'il a reçu 3 prix au festival de Gérardmer en 2007. 2007, je suis pas sûr de l'année. Ah oui, là je suis pas du tout sûr de l'année. C'est une excellente découverte, et cette fin qui se finit subitement comme ça, je m'attendais à plus. Vraiment, je voulais savoir comment ça allait se passer, etc. Ça se finit d'un coup comme ça. Ok, bon, c'est un choix. J'ai vraiment hâte de voir le reste de la filmographie de Fabrice Duvels. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a à nous proposer, parce qu'il y a certains films que j'ai envie de voir, que ce soit Alléluia ou encore Adoration. Et ouais, j'ai hâte de voir ce qui nous pondra par la suite. Et oui, voix calvaire. Les trucs ultra violents, généralement, c'est pas un truc qui automatiquement me repousse. Si c'est bien fait, ça me dérange plutôt pas forcément, bien au contraire. La review cinématographique épisode 11 est terminée. Merci de l'avoir regardé jusque-là, merci de l'avoir écouté jusqu'ici, cela fait extrêmement plaisir. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique, et ce sera l'épisode 12. Comme vous le savez, l'entièreté de la review cinématographique se déroule sur Instagram, donc je vous donne dès maintenant nos Instagram. Pour ma part, c'est polo-raxor, POLO-RAX0R, et pour mon ami Louis, que je remercie encore et que je remercierai toujours parce que je suis trop content qu'il fasse partie de ces reviews cinématographiques, qui donne son avis sur les films qu'il a vus, cela fait extrêmement plaisir. Son Instagram c'est Louis-Perquin, LOUIS-PERQUIN. Comme je le disais juste avant, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique, et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.